Bienvenue sur En ça, le podcast présenté par moi-même, Malika. Ici, je te parle en ça, en vrai de vrai, en réel, bref, en toute transparence. Je partage mes réflexions brutes, mes expériences perso, les leçons que j'ai pu en tirer, mais pas que. En solo ou avec mes invités, on discutera du passage à la vie d'adulte et de tout ce que ça implique, en particulier pour nous, les jeunes Mahorais. On se retrouve pour mon 3e épisode, enfin. Normalement, ça c'est l'épisode qui va vous faire savoir pour de bon si vous êtes en phase avec mes idées, la vision que j'aimerais donner à mon podcast ou si c'est le moment de se quitter en bons termes. Auquel cas, merci pour tout, merci d'avoir suivi l'aventure de ces 2 premiers épisodes. C'est la 3e fois que je tente d'enregistrer mon épisode. C'est pas facile du tout parce que j'ai beaucoup de mal à clarifier qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je mets de côté, etc. Il y a tellement de choses à dire. C'est un sujet qui me passionne depuis toujours, je pense. J'ai toujours été très sceptique de ce qu'on nous communique, de ce qu'on nous fait avaler dans les médias, etc. Que ce soit la presse comme les réseaux sociaux. Donc c'était une évidence pour moi que j'allais aborder ce sujet dans mon podcast. Et d'ailleurs, je pense que c'est sûrement la 4e ou 5e idée qui m'est venue en tête quand j'ai pensé à mon podcast. Mais donc pourquoi cet épisode était difficile ? Donc déjà oui, j'étais débordée par tout ce que je voulais vous partager. Et je pense aussi, je voulais vraiment ne pas dire de bêtises et être très précise dans mon podcast. Mais en fait, c'est pas un article scientifique, c'est pas un mémoire, c'est pas annoté ma belle. J'avais oublié et surtout, je pense que j'avais perdu de vue les personnes auxquelles je m'adresse. Et là, je viens de recevoir un message qui m'a rappelé pourquoi je le fais, pour qui je le fais. Il y a une jeune fille qui m'a envoyé un message, et je crois qu'elle est encore au lycée au vu de son âge, pour me remercier. Et en fait, c'était un message d'encouragement. Et Miskina, la pauvre, en fait, ça se voyait qu'elle avait peur de déranger. Alors que, en fait, j'avais besoin de lire ce message, j'avais besoin de me rappeler, ok, en fait, moi, je le fais pour les jeunes qui sont probablement moins informés que moi sur les sujets qui m'intéressent. Et Dieu merci, on m'a facilité dans mon expression orale, on m'a facilité dans mes capacités pédagogiques. Donc je suis en mesure de repartager les choses sur lesquelles j'ai passé des heures à lire, j'ai passé des heures à écouter des interviews, lire des articles de recherche, etc. Bref, j'ai reçu un message qui m'a vraiment remotivée, qui m'a recentrée. Du coup, voilà, je vous fais mon intro à l'arrache. Je voulais faire un truc bien construit, bien structuré et tout, mais en fait... j'ai tellement bossé sur mon sujet, je pense que je le connais sur le bout des doigts. Maintenant, j'ai passé des nuits et des nuits à écrire mon script. J'exagère, j'ai passé 3 nuits. J'ai passé 3 nuits, mais c'était des nuits où j'étais censée bosser le lendemain, donc c'était d'autant plus difficile. Mais voilà, je voulais juste vous donner un peu le contexte par rapport à cet épisode. J'espère en tout cas qu'il sera enrichissant pour vous. J'espère que vous allez comprendre où je veux en venir. Donc la pensée critique pour moi c'est la base, c'est savoir analyser des informations, c'est ce qui va vous permettre de remettre en question ce que vous observez, votre environnement, vos actions, vos préjugés, etc. En réalité, l'esprit critique c'est pas juste pour ça, c'est aussi pour la vie de tous les jours en fait. Sans esprit critique, je doute que l'espèce humaine aurait survécu. C'est normal et c'est ce qui fait que on s'améliore tous les jours, c'est ce qui fait que on n'est pas crédule, c'est ce qui fait qu'on n'est pas des personnes naïve finalement, et je trouve qu'on a tendance à nous faire croire qu'avec l'âge naturellement on devient plus sage, pour avoir côtoyé des personnes beaucoup plus vieilles que moi. Franchement j'en doute. Moi je pense que l'esprit critique et la sagesse tout simplement ça se développe, c'est une compétence qui se travaille, ça s'apprend, c'est pas forcément inné. Les plus jeunes en fait ne vous sentez pas plus ignorant que la moyenne ou ne vous sentez pas plus naïf que la moyenne, non. Il faut juste que vous soyez conscience de ce que vous ne connaissez pas, c'est tout. Moi, je trouve que c'est ça la clé, en vrai. Personne ne maîtrise tout dans ce monde. C'est impossible. Par contre, il faut être en mesure d'accepter son degré d'ignorance. Et c'est pourquoi mon angle aujourd'hui, ça va être de rappeler qu'il y a encore plus grave que le fait de ne pas savoir. Il y a plus grave que le fait d'être ignorant. Et faites attention aux termes critiques dans ce contexte, parce que ça signifie pas forcément être négatif, c'est juste faire preuve de discernement. Il n'est pas question de chercher la petite bête, on parle surtout de pousser une réflexion au bout, analyser une information, la remettre en question, etc. Enfin bref,
faites la différence entre être ignorant et rester volontairement passif face à ce qu'on nous balance tous les jours, que ce soit à travers les médias, vos réseaux sociaux ou même ce que vous entendez autour de vous. Et c'est d'autant plus dangereux quand on est jeune parce que c'est à ce moment-là qu'on construit notre vision du monde. C'est à ce moment-là qu'on commence à déterminer un peu plus nos valeurs, notre manière de penser, etc. Donc si on n'apprend pas à remettre en question, à douter, décortiquer les informations qu'on reçoit, on laisse les autres penser à notre place. On participe à des choses qu'on ne cautionne même pas, mais on n'a pas l'intelligence de savoir qu'on ne cautionne pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc bon, faites attention parce que c'est là où ça ouvre aussi la porte à des choses vraiment problématiques comme la propagande, les discours d'extrême droite j'entends, les manipulations, les dérives sectaires, tout un tas de mauvaises choses. On peut reprendre le contrôle, on peut apprendre à disséquer un peu mieux ces informations, à ne pas aller trop vite. Ça ne veut pas forcément dire devenir méfiant, comme je vous l'ai dit, mais on va juste consommer l'information avec intention. On va faire des choix, croiser nos sources et se poser les bonnes questions, c'est tout. C'est tout ce que j'attends de vous à la fin de cet épisode. Ne vous inquiétez pas, c'est pas noté. On se calme. Là, je suis en train de me rassurer moi-même, mais on se calme. Et ouais, on peut commencer. Je crois que je fais partie des 62% de Français qui n'ont pas confiance en ce que disent les médias. Clairement, ce chiffre ne fait que d'augmenter sur les dernières années, surtout depuis les Gilets jaunes. Et si on regarde le baromètre annuel de la confiance dans les médias en 2024, on a 44% des Français qui ont confiance à la presse écrite, 42% qui ont confiance en la radio et 28% qui ont confiance en la télévision. Il y a un lien direct avec la stat de fou que j'ai vu passer il y a quelques temps. 10 milliardaires contrôlent 90% des ventes de quotidiens nationaux en France. C'est-à-dire que sur 100 quotidiens qui sont vendus, il y en a 90 qui sont détenus par les 10 mêmes personnes. 10 personnes, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. 10 milliardaires en plus de ça. Ces 10 milliardaires détiennent aussi 55% de l'audience télé et 40% des audiences radio. Les 10 mêmes personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes qui détiennent tout ça. On parle de noms comme Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi et Martin Bouygues, par exemple. Et on le sait, même s'ils ne dirigent pas chaque article, on sait qu'ils ne sont pas dans les bureaux à travailler avec les journalistes et surtout les plateaux télé. On le sait, mais on n'est pas bête. On se doute qu'ils peuvent influencer la ligne éditoriale de ces journaux. Ils peuvent influencer ce qui va être mis en avant, comment ça va être discuté, qu'est-ce qu'ils vont éviter de trop critiquer, etc. Et ça, c'est ce qui se passe quand les pouvoirs publics ne veulent pas se mettre à dos des grandes fortunes qui pèsent lourd dans notre économie et qu'on a des lois qui ne sont pas bien adaptées au numérique. Donc juste pour vous faire un petit topo sur comment fonctionnent les médias en France, les médias traditionnels en tout cas, on a la presse écrite, la télévision, la radio. Et dans notre société démocratique, en fait, ces médias-là sont structurés par un système qui repose sur un cadre légal bien défini. Et pour qu'ils puissent fonctionner sans subir de pression politique ou économique, ces médias ont un statut juridique assez particulier. Ce statut précise 3 grands principes pour tous les médias. Déjà, de 1, la transparence. Ces médias doivent être clairs sur qui les dirige, comment ils sont financés, etc. Deuxièmement, l'indépendance. Il faut qu'ils se tiennent à distance des puissances économiques et politiques. Et enfin, le pluralisme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une diversité dans les points de vue qui sont partagés, qu'il n'y ait pas juste une seule vision du monde. On a 3 types de médias. On a les médias de service public comme France Télévisions. Ils sont financés principalement par nos impôts et même si c'est l'État qui les finance, c'est une autorité indépendante qui surveille leur ligne éditoriale, etc. L'État n'a aucun droit de regard dans ce qui est publié dans ces médias-là. Okay. Ensuite, on a les médias privés. Donc eux, c'est des médias dont le financement provient en particulier de la publicité, les abonnements et un petit peu de subventions publiques, mais c'est pas leur financement principal. Théoriquement, pour ces médias privés, les actionnaires ne sont pas censés interférer avec leur ligne éditoriale. Et normalement, ils n'ont aucun droit de regard. Okay. Ensuite, on a les médias indépendants, c'est-à-dire que ils dépendent ni de gros actionnaires, ni de la publicité. Ils fonctionnent grâce aux dons, aux abonnements, au crowdfunding. Voilà.
Pour vous donner une idée, les médias les plus suivis aujourd'hui en France, au niveau de la télé, c'est TF1, qui est une chaîne privée. Ensuite, on a France 2, qui est une chaîne de service public. Et ensuite, c'est BFM TV et CNews. Donc sur 4 chaînes télé, on a 3 chaînes qui sont du domaine privé. Au niveau de la presse écrite, les plus populaires, c'est Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, L'Équipe aussi. Et ils sont tous détenus par de grands groupes privés. Ceux que je viens de citer, ceux que je viens de citer sont tous détenus par de grands groupes privés. Et au niveau de la radio, on a France Inter et France Info dans le top 4. Et il y a également RTL et Europe 1. Donc France Inter, France Info, c'est médias publics. RTL, Europe 1, c'est des médias privés. Ça, c'était juste pour vous expliquer un peu le contexte, de comment ça fonctionne, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation, c'est-à-dire les milliardaires qui détiennent nos médias? Depuis l'arrivée d'Internet, ça a été particulièrement difficile déjà pour les médias traditionnels de fonctionner, de survivre, en particulier pour la presse écrite, parce que les audiences elles se sont éclatées entre la télévision, les sites d'information gratuits et surtout les réseaux sociaux. Ces médias-là, ils dépendent des revenus publicitaires, sauf que les annonceurs, ils vont privilégier les réseaux sociaux. On l'a vu, les marques, maintenant, elles adorent faire des partenariats avec les influenceurs ou même les célébrités. Donc ça fait beaucoup moins de revenus pour la presse écrite, enfin pour les médias de manière générale, mais pour la presse écrite surtout. Et beaucoup sont devenus soit 100% numériques, soit ils ont été rachetés par soit d'autres grands groupes de presse, soit ces fameux milliardaires. Donc bon, eux, ils ont vu une opportunité, clairement, parce que ils vont pas racheter ces médias-là pour faire du profit. C'est pas rentable, c'est un secteur qui perd de l'argent. Ils les ont rachetés parce qu'il y avait une opportunité pour eux. Clairement, l'intérêt, il était double parce que d'un côté, ils vont influencer de manière stratégique, peser sur le débat public, etc. Et de l'autre, en fait, c'est un levier pour eux parce que ils peuvent façonner l'opinion et même écarter certaines critiques. C'est-à-dire que ça leur permet de se protéger vis-à-vis de la critique de leurs propres activités économiques. En vrai, c'est smart de fou. Pour en revenir à la statistique choquante que je vous ai partagée jusqu'avant, en plus de ça, on a l'impression qu'on a le choix, mais en vérité, il suffit d'allumer la télé, en fait, tu zappes certaines chaînes et tu vois que les chaînes d'infos, elles tournent en boucle sur les mêmes sujets, les mêmes invités, les mêmes chroniqueurs, toujours les mêmes sujets problématiques, et ils font constamment plus scandaleux et graves dans leurs propos. Et vraiment, on recherche de buzz constamment, quoi. Et ça s'explique parce que les dirigeants et les actionnaires de ces groupes médiatiques ont des intérêts, des stratégies et des agendas très clairs. Ils ont des idées qu'ils veulent faire passer. Et même l'autre fois, j'écoutais une discussion hyper intéressante sur un featuring entre Mediapart, Street Press et Histoire Crépue. Et je crois que j'oublie le troisième média. Mais bref, en tout cas, c'était 4 médias indépendants. C'était une discussion sur qu'est-ce que les médias sont en train de devenir aujourd'hui, le fait qu'ils soient détenus par des milliardaires, etc. Et il était clairement dit que oui, il y avait une orientation du côté des dirigeants, mais pas que. Des fois, il y avait aussi pas mal d'autocensure. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans ces journaux-là, avant de traiter un sujet, ils vont se poser la question de est-ce que ça vaut le coup d'être couvert? Oui, mais là c'est sensible, etc. Peut-être que je ne vais pas soumettre cette discussion-là en particulier, ce sujet-là en particulier, parce que ça peut toucher aux intérêts de notre patron. Donc d'eux-mêmes, en fait, ils vont juste pas écrire sur ces sujets-là. On le sait de toute façon que quand une information elle est mise de côté ou qu'un point de vue est privilégié par rapport à un autre, c'est toujours délibéré. C'est jamais par hasard. Et en fait, c'est là que tu te dis combien de fois une nouvelle nous a complètement révoltés et on s'attendait à ce que ce soit couvert par la presse nationale, mais pas du tout. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on dit que les médias n'en parlent pas. Oui, c'est hyper réel. Ils s'en parlent pas parce que ça n'arrange pas leurs intérêts, ça n'arrange pas la direction qu'ils veulent donner aux médias. Et si on prend l'exemple de Vincent Bolloré, je pense que vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'un des hommes d'affaires les plus influents en France. Monsieur Bolloré, il occupe un rôle de plus en plus central dans le paysage médiatique, en particulier depuis qu'il a acquis Canal+, Le Figaro, CNews, tout ça s'est fait en l'espace de moins de 10 ans. Dès qu'il a débarqué, on a vu un changement radical de la ligne éditoriale de ces médias-là. Clairement, il y a eu des journalistes qui ont été évincés et elles ont été remplacées par des figures proches de l'extrême droite. Et si on prend un exemple en particulier, iTélé qui est devenu CNews, c'est clairement un outil de propagande, c'est devenu un média d'opinion.
Et c'est la chaîne qui a propulsé Éric Zemmour. Rappelez-vous, le mec qui était juste chroniqueur, c'est devenu un candidat présidentiel en moins de 2 ans. Il a réussi à atteindre 7% des voix au premier tour. C'est un truc de fou. Moi, je m'en suis toujours pas remise. Et Bolloré, clairement, il compte pas s'arrêter sur cette lancée puisqu'il est rentré dans le mode de l'édition. Tout ce qui est livre de poche, Hachette, tout ça, il a racheté ces grands groupes de presse, enfin ces grands groupes d'édition. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait du changement dans les contenus qui seront proposés dans vos livres d'école, les livres d'école de vos enfants, malheureusement. Donc bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Bolloré. Moi, je vous invite à vous renseigner. Il y a une campagne en ce moment même qui s'appelle Désarmer Bolloré. Donc il y a beaucoup de guides, de publications, il y a des documentaires, etc. Ça a été lancé par l'ODM et Attaque France, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous repartagerai ça dans la description parce que j'ai des références hyper intéressantes, donc je mettrai tout ça en description, Inch'Allah. Donc bref, et là, je vous ai beaucoup parlé des médias privés et tout, mais il n'y a pas que. Moi, ce qui m'a personnellement fait décrocher ces derniers temps, c'était le traitement sur les chaînes publiques du conflit israélo-palestinien, comme ils aiment le dire, mais en vrai de vrai, on sait que c'est d'un génocide dont il s'agit. Même des chaînes publiques comme France Info. Moi maintenant, France Info, c'est allumé chez moi. Je fous un casque, en fait, il est hors de question que j'écoute leurs bêtises, je peux pas. Et c'est une chaîne qui est financée par nos impôts, hein. Et pourtant, ils vont minimiser les faits avec un vocabulaire hyper aseptisé. Ça va utiliser des pratiques qui frôlent la désinformation. Moi, je conclus que c'est une question de ligne éditoriale, c'est tout. Soit parce qu'il y a des agendas diplomatiques, soit parce qu'il y a des pressions politiques, mais dans tous les cas, c'est des choix. Déjà, pendant longtemps, ils parlaient de guerre Israël-Hamas, alors que Hamas, c'est pas un pays. Et pas plus tard que ce matin, je faisais mes recherches sur la Palestine, et je suis tombée sur un article de l'Humanité, qui date de novembre 2024, qui est toujours en ligne d'ailleurs, où ils disent, je cite, « Le ministère de la Santé du Hamas a accusé Israël de bombarder et détruire l'hôpital Kamal Adwan. » Je répète, le ministère de la Santé du Hamas. Hamas, c'est une dinguerie. Et l'article est toujours en ligne, ça date de novembre 2024. Humanité, c'est un grand magazine. Hein. Bref, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, si c'est ça. Bref, donc voilà, moi quand je vous dis perte de confiance, c'est clairement ça. On voit la direction que ça a pris. Et je trouve qu'en tant que jeune, déjà que c'était facile pour nous de se reposer uniquement sur les réseaux sociaux. Quand tu vois que les médias répètent constamment la même version des faits, toujours les mêmes angles, les mêmes images, etc., elle est où la diversité d'opinion ? Je vous rappelle que c'est l'un des principes de base dans les médias, qu'on puisse avoir une pluralité, qu'on nous présente différents sujets, pas constamment le même angle, pas constamment les arguments. Il n'y a plus ça du tout. Et ça s'explique en partie parce que ces médias-là sont contrôlés par les mêmes personnes, probablement sionistes, vous voyez ? Enfin bref, tout est trop aligné avec le pouvoir politique, complètement déconnecté de nos réalités sociales. Ils font trop dans le sensationnalisme, trop de divertissement, moi je peux pas. Pourquoi je vous parle de sensationnalisme ? C'est qu'en fait, ils misent sur le fait d'augmenter les audiences, etc., mais pas que. C'est à cause d'eux aussi qu'on a vraiment banalisé les discours d'extrême droite. Enfin, on parle d'ailleurs d'extrême droitisation des médias en France, carrément. Tout ça, ça joue en fait sur la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, en gros, c'est quoi ? C'est ce qui détermine les idées qu'on considère comme acceptables dans le débat public à un moment donné. Et elle évolue dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on dit aujourd'hui à la télé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'était inacceptable de parler comme ça. Tellement les CNews, les D8, c'est quoi l'autre truc là ? Les BFM TV, c'est tout le temps les mêmes thèmes en boucle, insécurité, islam, immigration, wokisme, blablabla. Aussi en mettant des personnes phares, comme Pascal Praud, comme Éric Zemmour. En fait, ces personnes-là deviennent des icônes, ces fameux débatteurs, mais en réalité, c'est toujours les mêmes sujets cibles. À force d'être exposés à ce genre de discours, même si on sait que c'est pas bien, même si on sait que c'est inacceptable, on banalise petit à petit. Et ce qui était choquant aujourd'hui le sera un peu moins demain. Vous comprenez le problème ? Et d'ailleurs, ça a été hyper documenté. J'ai trouvé un article de fou. En gros, maintenant sur l'INA, on peut chercher les termes qui reviennent sur les émissions télé. Le temps de parole de l'extrême droite sur CNews est passé
à plus de 500% en quelques années. C'est hyper rapide et en vrai on le constate de toute façon, on voit que la France elle a changé, enfin tout le monde le dit, mais personne ne sait poser les mots sur qu'est-ce qui explique ça, etc. Mais ben voilà, ça a en partie joué en fait. La montée de la haine et les stéréotypes, tout ça c'est pas arrivé tout seul, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Donc moi personnellement je me suis complètement désinvestie de ces médias. Moi franchement le truc qui m'a le plus choqué d'ailleurs, parlons-en, petite parenthèse, TPMP, à un moment donné, c'était normal de regarder ça. Alors que ça prenait une direction de fou malade. Regarder Cyril Hanouna tous les soirs, c'était normal pour les Français, genre. Alors que c'était que des trucs. En fait, c'était que recherche de buzz, scandale sur scandale, des discours hyper problématiques, ça invitait que les mêmes types d'invités, on n'entendait qu'une seule partie de l'histoire. Oh, mais c'était clairement orienté. Et j'étais tellement frustrée de voir que bah, ça choquait personne. À part sur Twitter. Sur Twitter, franchement, regarder TPMP, c'était hyper... Et tu te faisais vanner pour ça. Quand je parlais à des gens dehors, dans la vraie vie, c'était normal, c'était une émission comme une autre. Ah, moi, je pouvais plus. Franchement, en fait, c'est comme... C'est que pour moi, c'est comme le Snapchat de la télévision. Je sais pas si vous allez comprendre ma figure de style, mais pour moi, c'est ça. Je me comprends. Attendez, je viens de me souvenir d'une autre dinguerie à laquelle la TV française nous a fait assister. Est-ce que vous vous souvenez en mai 2024 quand Benjamin Netanyahou nous a rendu une visite de courtoisie en France? Et à ce moment-là, il était déjà visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour ses nombreux crimes de guerre, mais tranquille. Il arrive en France, peace. Non seulement ça, mais en plus, il a eu le droit à une allocution diffusée sur TF1, rappelez-vous, en prime time, l'heure de grande écoute. C'est trop une dinguerie. TF1, c'est la chaîne privée la plus regardée du pays. Et on le laisse venir nous parler comme si c'était un chef d'État, comme si c'était notre chef d'État déjà, genre en mode c'est notre président. Prise de parole solennelle, enfin, la folie en fait. Quand tu vois ça, en fait, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Moi, je veux avoir une information claire, une information fiable, et je trouve que c'est plus ce que j'ai dans ces médias-là, en tout cas les médias traditionnels dont je vous parle. La réponse était simple et directe. Pour nous, c'était plutôt Internet qui allait nous permettre ça. C'est une information qui est brute et pas retraitée, donc on se dit que elle est forcément plus fiable. C'est finalement l'information racontée par ceux qui vivent la violence directement. Et c'est ça qui a fait basculer la manière dont l'information circule aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de journalistes qui travaillent sur base du contenu des réseaux sociaux. D'ailleurs, je sais plus la stat, je ne l'ai plus, mais j'avais vu que c'était, je veux pas dire de bêtises, mais un grand nombre de journalistes qui travaillent quotidiennement avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que leur travail de recherche, ils le commencent là-bas. Et je crois que c'était comme 30% qui ne pouvaient plus se passer des réseaux sociaux pour leur travail au quotidien, quoi. Donc ouais, franchement, quand tu vois ça, oui, en fait, c'est plus les journalistes qui détiennent l'entièreté de la décision sur qu'est-ce qu'on va raconter par rapport à l'histoire. Ça nous permet de voir ce qui se passe et on l'a vu avec Gaza. Bissan, on a pu la suivre sur Instagram, sur TikTok et tout, et ça a été l'une des voix qui ont le plus porté pour documenter ces atrocités. Et avant ça, en France ou même aux États-Unis, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi que les cas de violences policières ont pu être médiatisés et pour beaucoup ont pu passer plus loin que le stade d'un simple fait divers. Voilà. Mais, on est là pour garder un esprit critique. Ça va, j'ai fait l'éloge des réseaux sociaux pendant 5 minutes. Mais il y a un fonctionnement vraiment distinct. Et je pense qu'il faut qu'on en prenne conscience pour savoir comment ça opère et quels sont les risques en fait. Donc on a déjà 3 types de réseaux, enfin de ce que j'ai classifié. On a les réseaux de publication, donc Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat. Eux, ils sont plutôt centrés visuel et divertissement. Et à côté, on a aussi Facebook et Twitter, qui sont plutôt orientés discussion, contenu texte, débat, etc. Donc forcément, Facebook, c'est le plus populaire sur base des utilisateurs actifs en 2024. En deuxième position, on a Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat et ensuite Twitter. D'ailleurs, pause. Pause, parce que vraiment, attendez, permettez-moi ce hors-sujet. De toute façon, ici, c'est chez moi. Donc, je vais faire ce hors-sujet si j'en ai envie. Qu'est-ce que vous foutez encore sur Snapchat?
en 2025. Vraie question, qu'est-ce qui justifie que Snapchat soit tellement populaire que ça dépasse Twitter? Pour moi, hein, si t'es une personne adulte relativement équilibrée, t'as plus rien à faire sur Snapchat, je suis désolée. Moi, quand je parle à des gens qui me mentionnent Snapchat, ah, l'autre fois je lui ai envoyé un snap. Hein? Un snap? Big 2025, vous êtes encore là-bas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas migré avec nous au moment du Covid? On est tous partis sur Instagram quand on a eu les stories amis proches. Hein. Pourquoi vous êtes restés là-bas, vous? Non, franchement, insane behavior. C'est un truc de fou. Mais bref, revenons à nos moutons. Ensuite, en deuxième catégorie, on a les messageries, donc tout ce qui est Messenger, WhatsApp, Telegram et d'autres. Et en vrai, quand on parle des réseaux sociaux, on ne pense pas toujours à ces réseaux-là parce qu'on les voit plus comme des extensions de notre messagerie sur notre téléphone, quoi. Mais en vrai, c'est des plateformes à part entière. Sur WhatsApp, tu as des stories, tu peux diffuser massivement des infos, des liens, etc. Et les autres réseaux, je les mettrais dans la catégorie autre parce que vraiment, ils ont des fonctionnements hyper distincts et je trouve que ce serait pas leur rendre justice que de les regrouper dans une autre catégorie. Donc tout ce qui est Reddit, Discord, LinkedIn. C'était quoi le truc qu'on avait pendant le confinement là, où on parlait tous dans des spaces et tout? Je sais plus. Mais c'était une appli où on parlait en mode vocal. C'était la meilleure appli, je me souviens plus. Bref. Tout ça, c'est des trucs à part. Donc, ces plateformes que je vous ai présentées, qui les détient? Qui les finance? Ces plateformes, elles sont gérées par des multinationales qui ont leur propre logique économique, voire politique. C'est des plateformes privées, je vous rappelle. On n'a pas de réseau social public. Déjà, YouTube, ça appartient à Google depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ça a été racheté il y a vraiment, vraiment longtemps, je crois, début des années 2000. On a ensuite Facebook, Instagram et WhatsApp qui sont toutes les trois dirigées par le groupe Meta. Meta, ça appartient à Mark Zuckerberg, milliardaire, notoire. C'est grâce à lui qu'on a Facebook, blablabla. Bref. Ensuite, on a Twitter, qui s'appelle maintenant X, mais il est hors de question que j'appelle ce réseau ainsi. Ce serait trop lui manquer de respect, en fait. Et donc, ça appartient à X Corp, et ça a été racheté par Elon Musk depuis 3-4 ans maintenant. Et le plus récent qui a pété au moment du Covid, surtout, c'est TikTok. Et TikTok, c'est vraiment particulier parce que c'est géré par ByteDance, qui est un groupe chinois. C'est pas un groupe américain comme les autres qu'on a cités jusqu'à présent. Ces réseaux sociaux, ils sont principalement financés par la publicité. Par exemple, si tu es une entreprise et que tu veux faire de la publicité sur Meta, genre sur Facebook ou sur Instagram, tu vas payer Meta pour qu'ils diffusent tes annonces ou tes publicités. Et Meta, de leur côté, ils vont collecter nos données en tant qu'utilisateurs. Et en fait, ils utilisent toutes les informations qu'on leur donne sur nous, notre âge, notre genre, nos centres d'intérêt, nos comportements, etc. Et ça permet à ce que ces publicités soient ciblées avec précision, quoi. Donc l'intérêt finalement pour les annonceurs, c'est que plus leur pub est bien ciblée, plus elle est susceptible de leur apporter des clients et plus elle est susceptible d'être rentable. Bon, jusque-là, je pense que ça choque personne. C'est pas le scoop du siècle. C'est des sociétés privées, des groupes privés, des multinationales. On le sait. On sait à peu près comment ça fonctionne. Ou si vous ne le saviez pas, maintenant vous savez que ces réseaux sociaux sont financés par la publicité. Ok. Et en vrai, si on réfléchit aux 3 principes que je vous ai cités plus tôt par rapport aux médias, c'est-à-dire l'indépendance, la pluralité et la transparence, en soi, on y est. On sait qui dirige ces sociétés, on sait qui détient ces sociétés. La pluralité du contenu, oui, puisque du coup, c'est nous qui créons du contenu. Chaque utilisateur peut être un créateur, donc il n'y a pas de problématique sur ces points-là. Et pas de problématique d'indépendance, puisque nous, on ne travaille pas pour Meta, on ne travaille pas pour les annonceurs. Donc en soi, ça devrait pas être problématique, en fait, les réseaux sociaux. Ils devraient être complètement... ça devrait être safe, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que la gouvernance de ces plateformes, elle repose sur les décisions d'une poignée de dirigeants milliardaires, comme pour tout. Même si ça n'a aucune incidence sur nos contenus, nos lignes éditoriales, etc. Mais c'est eux qui dirigent les règles du jeu. Et dans un monde où on a découvert le principe d'algorithme, malheureusement pour nous, ça change tout, en fait, parce que l'algorithme, dans un réseau social, c'est ce qui va décider de ce que tu vois, dans quel ordre, combien de fois, et surtout ce que tu ne verras jamais. Il est optimisé pour maximiser l'engagement, et en fait, ça va faire en sorte qu'on reste le plus longtemps possible sur leur appli. Parce que pour eux, plus on consomme du contenu,
plus les algorithmes apprennent à nous connaître, à savoir ce qui nous plaît, ce qui nous captive. Et là, les plateformes, elles commencent à nous guider dans une direction qui est un peu plus nuisible, parce que du coup, elles nous enferment dans des bulles de filtre. En fait, on ne voit plus que ce qui correspond à nos préférences. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais avant, sur Instagram, sur Twitter et tout, enfin là je parle aux anciens, le fil d'actualité c'était principalement chronologique, c'est-à-dire que tu voyais les publications des comptes que tu suivais dans l'ordre où elles avaient été postées. C'était clair, prévisible. Enfin, si tu voulais voir un contenu autre que celui que tu suis, fallait que tu ouvres intentionnellement la Explore page pour voir ce que Insta te suggérait. Et aujourd'hui, en 2025, c'est plus du tout le cas. Quand tu ouvres Instagram ou Twitter, en vérité, tu ne choisis même pas ton feed. Ton fil d'actualité, c'est lui qui te choisit. On te propose des publications suggérées sur base de ce que tu pourrais aimer, ce que les gens que tu suis ont liké, etc. Enfin, et c'est clairement orienté, en fait. Franchement, quand ils ont changé ça, je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. On ne comprenait pas cette décision parce qu'en plus, au final, ils ont fini par remettre l'option d'avoir une TL qui est strictement composée de gens qu'on suit. Sur Instagram, tu as cette option-là. Quand tu cliques, je crois, pour vous, tu peux choisir les gens que tu suis. Et pareil, sur Twitter, tu peux changer ton fil pour que ce soit uniquement les gens que tu suis. Et pourquoi alors nous soumettre à la dictature du FYP, c'est-à-dire For You Page ? En fait, il y a un vrai enjeu dans le fait de décider à notre place le contenu qui va passer sous nos yeux. Tout à l'heure, je vous parlais des médias traditionnels qui sont critiqués pour leurs biais éditoriaux, la concentration entre les mains des milliardaires, etc. Et dans les médias classiques, en fait, on sait plus ou moins qui fixe la direction, la direction artistique, la ligne éditoriale, on sait. Il y a un rédacteur en chef, il y a une direction éditoriale, on arrive à un peu se faire une idée de l'angle dans lequel le média va se positionner. La problématique qui se pose avec les réseaux sociaux, c'est que ils suivent cette même logique, sauf que c'est encore plus puissant parce qu'on ne comprend pas comment fonctionnent les algorithmes. C'est hyper opaque en fait, et l'algorithme, c'est ce qui va faire que un certain type de contenu va être boosté, un certain type de contenu va passer sous le tapis, ça va restreindre la visibilité d'un hashtag, ou même juste redéfinir ce qu'un utilisateur va juger comme intéressant ou non. Tout ça, c'est guidé par des objectifs. Des objectifs financiers, certainement, comme on l'a dit plus tôt, nous faire rester plus longtemps sur l'application, mais pas que. Au bout de la chaîne, on a des actionnaires, on a des dirigeants, on a des Elon Musk, des Mark Zuckerberg, toutes ces personnes-là, elles fixent les règles, en fait. Pour vous montrer comment tout ça se traduit dans le monde réel, on va prendre un cas qui m'a marqué, je dirais même traumatisé, le traitement médiatique du génocide palestinien et l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que clairement, ça a été utilisé à des fins de propagande. On en parle tous les jours, mais peut-être que c'est pas arrivé dans vos oreilles, donc je vais vous donner plusieurs exemples qui m'ont marqué, plusieurs exemples que j'ai pu retracer via des articles et tout. Bref, si on prend l'exemple de Meta, plusieurs rapports, dont celui de Human Rights Watch, qui est une ONG américaine, ont mis en lumière la complicité de ce groupe avec le gouvernement israélien. Il y a des milliers de contenus, notamment pro-palestiniens, qui ont été censurés, voire déréférencés sur Instagram et sur Facebook. Dès le début, du génocide, il y a des journalistes, des activistes, des comptes qui documentaient les crimes de guerre à Gaza, qui ont vu leur visibilité chuter du jour au lendemain. Le prétexte, souvent, c'était soit apologie du terrorisme, soit incitation à la violence. Ces signalements de masse, ils ont par la suite entraîné les algorithmes à considérer que tout contenu critique du génocide à Gaza était dangereux. Donc même nous, en fait, on le voyait que quand on repartageait dans nos stories des vidéos de ce qui se passait, du massacre et tout, ça disparaissait au bout de quelques heures, à plusieurs reprises. Moi, je l'ai remarqué. Il y avait des journalistes qui étaient sur place, ou même des personnes influentes, sur Instagram, mais qui étaient pour la cause palestinienne, qui devenaient shadowban, c'est-à-dire qu'on ne voyait plus leur story, il fallait vraiment chercher pour voir ce qu'ils partageaient, etc. Et d'ailleurs, il y a certaines figures influentes dans les postes de direction chez Meta, qui avaient des liens étroits avec le gouvernement. Genre, par exemple, Jordana Cutler, c'était l'ancienne conseillère de Netanyahou. Aujourd'hui, elle est en poste chez Meta pour représenter les intérêts d'Israël. On peut voir sur son LinkedIn, on a l'intitulé de son poste, elle est Publish Policy Director.
c'est-à-dire qu'elle dirige les politiques de publication et sa spécialité, ou en tout cas son département, c'est Israël et la diaspora juive. Genre vraiment, ça fait partie de l'intitulé de son poste. En fait, c'est là que tu te rends compte à quel point c'est pas rien ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, c'est pas rien. Ça a de réels enjeux, en fait, la politique avec les réseaux sociaux. Et forcément, tu te demandes, elle est où la neutralité avec ces plateformes ? Quel est leur rôle dans le contrôle de l'information ? Parce qu'au point que ce soit nécessaire de placer une personne aussi stratégique chez Meta, c'est qu'il y a une réelle incidence. Tu passes pas de conseillère d'un chef d'État, soi-disant chef d'État, tu passes pas conseillère de Netanyahou à Publish Policy Director juste comme ça, juste pour le plaisir, juste pour le kiff. Non, c'est qu'il y a de vrais enjeux, et c'est des enjeux sérieux. Et en vrai, Israël, depuis le début, ils avaient déjà mobilisé les réseaux sociaux. Genre, dès le 11 octobre, j'avais vu un tas de publicités financées par leur ministère des Affaires étrangères. Enfin, je dis publicité, mais c'était clairement de la propagande, en fait. Genre, sur YouTube, il y en avait une qui m'avait vraiment choquée. C'était une communication vidéo qui ressemblait fortement à un dessin animé pour enfants. C'était à base de licorne, arc-en-ciel. En fond sonore, c'était une petite berceuse douce. Et en fait, c'était pour soi-disant alerter l'opinion publique sur le fameux meurtre des 40 bébés qui ont été décapités, je sais pas quoi, là, alors qu'en fait, ça s'est jamais passé. Ces informations, elles n'ont jamais été vérifiées. Même l'armée israélienne n'a pas confirmé ces infos. Mais en fait, c'était leur mode opératoire. Ils passaient leur temps à disséminer des informations choquantes qui n'ont jamais été vérifiées pour que le public soit vraiment scandalisé. Dans la vidéo qu'ils ont partagée là, le 11 octobre, ils disent « Just like you would do anything for your child, we would do anything to protect ours ». Donc, de la même manière que vous feriez n'importe quoi pour votre enfant, nous ferons tout en notre possible pour protéger les nôtres. Now hug your kid and stand with us. Ça, c'est la dernière phrase, genre. Maintenant, enlacez votre enfant et soutenez-nous. Ah, moi, je me suis dit, mais Big 2023, des contenus de propagande comme ça. Et en fait, la propagande, franchement, dans nos têtes, on pense aux affiches, au temps de Hitler, etc. Vous voyez, les affiches qui stigmatisaient les juifs, nanana. On pense à ça, en fait. Mais la propagande, en 2025, ça ressemble à ça. C'est ça, la propagande. C'est parce que ce contenu, il visait pas à informer. Il cherchait clairement à déclencher une réaction émotionnelle, quoi, dans l'immédiat. Soit de la peur, soit de la colère, je sais pas, mais quelque chose. Et la vérité, elle avait peu d'importance. Ce qui comptait, c'était de créer une opposition morale, en fait, une opposition morale nette, avec d'un côté Israël, l'État qui protège ses enfants innocents, et de l'autre le Hamas, qui est assimilé à ISIS, Daesh, les monstres, les barbares, enfin, vous voyez, c'est clairement de la propagande. Et comme je vous l'ai dit, les réseaux sociaux, ils ont vraiment servi leur cause parce qu'il y a eu un effort... Il y a eu un effort sans relâche avec des campagnes de désinformation, des bots pro-Israël, enfin des comptes automatisés qui traînaient sous tous les tweets mentionnant Gaza. Moi, j'en avais plein dans mes mentions à chaque fois que je parlais de la situation en Palestine. Et il y avait des influenceurs aussi qui faisaient la propagande du service militaire israélien sur TikTok et tout. Enfin, c'était clairement un outil, comme c'était clairement une arme en fait. Il y a un vrai enjeu. Donc ouais, quand on pense au génocide qui est en train de se passer, à Gaza comme dans d'autres pays, en vrai là depuis tout à l'heure je parle de la Palestine, mais comme d'autres pays comme au Congo par exemple, les réseaux sociaux ils ont été un vrai levier pour nous parce qu'on a cru avoir accès à l'information de manière directe. Enfin oui, on a eu accès à l'information de manière directe du côté palestinien comme du côté du Congo, etc. Mais de l'autre côté... l'état génocidaire d'Israël, ils étaient préparés et ils ont su manipuler dès le départ l'opinion de masse. Et franchement, on va pas se mentir, cette propagande, elle a vraiment fonctionné en France parce que déjà, nos autorités sont complices. Ils ont permis ce climat en fait où toute critique d'Israël était suspecte. Même la simple défense des droits des civils palestiniens, ça devenait suspect. Même quand on minimisait pas les attaques du 7 octobre, c'est de la folie. Minimum, quand t'arrivais sur un plateau télé, tu te présentes et t'enchaînes sur ton rejet du Hamas. Sinon, personne ne va t'écouter, en fait. Et encore plus si t'allais exprimer la moindre solidarité envers les habitants de Gaza. Sinon, c'était direct accusation, oui, complicité avec le terrorisme, antisémitisme, pro-Hamas. Ah, c'était un pressing de fou malade, c'était très grave. Enfin, c'est pas fini, d'ailleurs. Bref, moi, franchement, ça m'a foutu la flemme. Ça vous donne une idée de ce que peut causer une mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est un type de média qui a ses limites, évidemment. Et là, j'ai pris un cas
extrême, bien sûr, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin en vrai pour savoir que les réseaux sociaux sont relativement dangereux. Ça peut être bien comme ça peut être pas bien, et pour plein d'autres raisons. Sur les réseaux, l'information circule très vite. Il suffit de quelques secondes pour publier un contenu, que ce soit des vidéos courtes, tweets, stories. Sauf que le problème, c'est que ça peut vite être sorti de son contexte. C'est percutant, c'est clair, c'est percutant, c'est rapide, mais on n'a pas l'espace en fait pour expliquer, ni comprendre d'où vient l'information, qui la rapporte, etc., quelle source et tout. Et donc sans ce contexte, on peut très facilement sortir une image ou une phrase de son sens en fait, voire même croire à des montages. Il faut aussi se rappeler que nous, en fait, en tant qu'utilisateurs, nous ne sommes pas des journalistes. Quand on partage une vidéo, un témoignage ou un post, on ne va pas forcément vérifier les sources. Déjà parce qu'on n'a pas les outils ou la formation pour le faire, et aussi parce que on n'a pas de déontologie, c'est notre espace privé. Les réseaux sociaux, à la base, c'est privé. Je pense pas que vous, avant de republier un TikTok ou retweeter un tweet, vous prenez le temps de croiser les infos, les sources et tout. Enfin, moi, sincèrement, avant de repartager un article, je vais lire les premières lignes et après, si je vois que ok, ça va dans la direction que je pensais, je repartage. Mais c'est vrai que j'attends pas forcément d'avoir atteint la fin de l'article pour envoyer ça en story ou retweeter, je vous dis la vérité. Et en plus, le risque aussi avec le format des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que maintenant, ce qui marche, c'est les contenus courts. Les contenus qui laissent peu de place à la nuance finalement. Donc, c'est très très facile de faire circuler des fake news, même en pensant bien faire. Et c'est ça, finalement, la mésinformation. C'est le fait de partager une information qui n'est pas correcte, sans intention de nuire, bien sûr, parce que sinon, là, c'est de la désinformation. Mais tu participes à faire circuler cette information et à la faire grossir. Et aussi, autre point, c'est vrai que j'en ai pas parlé longuement tout à l'heure, mais vous savez, on a l'Arcom, c'est l'autorité qui régit, qui fait un peu le gendarme par rapport aux médias. Avant, c'était le CSA, et en fait, je crois qu'il y a une fusion CSA-Adopi. Bref, en tout cas, aujourd'hui, l'Arcom, c'est l'autorité qui est en charge de surveiller aussi les réseaux sociaux. Donc, elle surveille les médias traditionnels qu'on a vus plus tôt, mais aussi les réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est que les réseaux sociaux, ils ne sont pas régis par les mêmes règles. Je vous ai dit que les médias traditionnels, ils ont un statut juridique hyper précis. Mais une autorité comme l'Arcom, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut surveiller les plateformes, elle peut demander à TikTok ou Twitter de transmettre des rapports de modération, par exemple. Donc Meta, X, YouTube, etc., ils vont décider des règles en interne et ils vont décider de comment ils vont modérer, comment ils vont censurer, qu'est-ce qu'ils vont laisser passer, etc. Et l'Arcom, elle ne peut pas nous surveiller, nous, les utilisateurs. Donc forcément, ça ouvre la porte à tout et n'importe quoi, en fait. On le voit maintenant sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de contenus douteux, manipulation, on a des fakes, des deepfakes en pagaille. Et avec la technologie qui avance, les risques ils explosent. L'intelligence artificielle, déjà, elle produit du contenu de fou. Et on peut maintenant se tromper et croire qu'en fait, c'est une vraie photo ou alors une vraie vidéo. Et les deepfakes, moi, c'est ce qui me fait le plus peur avec les réseaux sociaux, parce que tu peux voir des vidéos qui sont complètement fausses, mais elles sont tellement crédibles et elles circulent sans que personne ne se rende compte en fait que c'est monté de toutes pièces. Et surtout, franchement, qu'on se dise la vérité, les personnes les plus à risque, c'est les darons. Franchement, ils aiment trop se transférer des trucs sur WhatsApp et tout. Autant nous, on va scroller sur Twitter ou sur Insta, il y aura toujours des personnes en commentaire pour dire « Ouais, non, c'est faux, ça date et tout, ou non, c'est un deepfake ». Mais qui va dire aux darons là, qui se transfèrent des trucs sur WhatsApp qu'en fait, ils partagent des deepfakes, ils partagent des contenus générés par l'IA? Ça, c'est dangereux. Et dans un environnement comme ça, la seule chose qui peut nous protéger, finalement, c'est notre vigilance et notre capacité à développer un esprit critique solide, etc. Voilà pourquoi je voulais vous emmener ici aujourd'hui. C'est facile de croire que le problème vient uniquement de l'extérieur, que c'est la photomédia, les milliardaires, etc. Mais rappelez-vous que c'est nous les personnages principaux dans l'histoire en fait. Sans nous, il n'y a pas d'audience, sans nous, il n'y a pas de buzz, sans nous, ils se font pas d'argent. Faut le dire en fait. Le système, il tourne pas sans nous. Les contenus problématiques, dangereux, suspects, etc., c'est nous qui cliquons, c'est nous qui partageons, c'est nous qui commentons. Même quand c'est du n'importe quoi et qu'on n'est pas d'accord, c'est nous qui le faisons circuler. Donc le danger, quand on commence à comprendre un peu les enjeux et les mécanismes des puissances dans ce monde, c'est de se sentir impuissant.
limite sacraliser les tyrans. Mais ça, derrière ces plateformes, il y a des humains comme nous, hein. Il y a des scientifiques, des ingénieurs, des experts en communication, mais ça reste des humains. La seule différence, c'est qu'ils connaissent très bien notre fonctionnement en tant qu'humains et ils savent exploiter ces faiblesses au service des intérêts de ces grands groupes. Ça vaut pour les médias comme pour tout le système capitaliste en vérité, hein. D'ailleurs, j'ai eu la chance de découvrir Étienne de la Boétie pendant que je préparais mon épisode, SO ma copine Farah. J'ai pu le découvrir dans son œuvre Discours de la servitude volontaire, publié en 1576. Donc Étienne de la Boétie analyse le phénomène de soumission volontaire au pouvoir. Son propos central, c'est de dire que même quand un pouvoir est tyrannique, les individus n'agissent pas toujours sous la contrainte. Je vais vous lire du coup un passage qui m'a vraiment marqué. Il nous dit « Il est incroyable de voir comme le peuple, dès qu'il est assujetti, tombe soudain dans un oubli si profond de la liberté qu'il lui est impossible de se réveiller pour la reconquérir. Il sert si bien et si volontiers qu'on dirait à le voir qu'il n'a pas seulement perdu sa liberté, mais bien gagné sa servitude. » Franchement, en grosse gamberge sur cette citation, #gingembre. Et on est honnête avec nous-mêmes, c'est plus que vrai. C'est à nous de changer notre perspective, en fait, notre manière de voir les choses. C'est à nous d'arrêter de partir du principe que on est spectateur de la domination. Il faut qu'on arrête de la regarder opérer de l'extérieur. Il faut qu'on s'interroge déjà sur comment cette domination, elle fonctionne, enfin plutôt la soumission du coup, elle fonctionne en nous-mêmes. Il faut essayer de comprendre les facteurs psychologiques, déjà dans un premier temps. C'est même pas à des fins de se culpabiliser, mais juste comprendre pourquoi on participe à ce système, même quand on en connaît les limites, comment notre cerveau traite l'information, pourquoi certaines narratives nous attirent plus que d'autres, etc., etc. D'ailleurs, c'est la partie la plus intéressante de mes recherches pour cet épisode, parce que je suis très très fan de psychologie. Donc déjà, les pièges du cerveau. Clairement, le premier piège, c'est la dépendance aux réseaux sociaux. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, mais je le rappelle quand même, on est accro aux réseaux sociaux parce qu'ils exploitent les failles naturelles de notre cerveau. C'est-à-dire que chaque scroll, chaque like, chaque notification, on reçoit une petite dose de dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et ça, c'est un système de récompense aléatoire parce que parfois tu reçois une notif, parfois non. Et c'est exactement le même principe que celui des machines à sous. Donc on est accro, en fait, notre cerveau, il s'y habitue, il en redemande et il nous encourage à revenir encore. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder Derrière nos écrans de fumée, un documentaire sur Netflix qui en parle beaucoup mieux que moi et beaucoup plus approfondi. Mais l'idée, c'est ça. Comment notre cerveau traite cette information, du coup ? Notre cerveau, il n'aime pas le flou. Il simplifie en permanence. Quand il reçoit une information, il va la filtrer, la hiérarchiser et chercher à rationaliser. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire des raccourcis mentaux qui nous aident à être plus rapides dans notre prise de décision. Et c'est ce qui explique pourquoi certaines histoires sensationnalistes vont accrocher plus que d'autres. Donc comme je vous le dis, notre cerveau, il aime quand c'est simple, il adore les récits clairs, donc pour lui, il lui faut un début, une trame, de préférence dramatique, genre un conflit à résoudre, de l'émotion dans tout ça, des personnages clairement définis, donc il faut bien qu'il y ait un gentil, un méchant, etc. et une fin. En fait, tout est plus simple quand c'est binaire pour nous. Je vous dis ça pourquoi ? Quel est le rapport avec les médias ? Tout simplement le clickbait. Le clickbait, ça marche bien avec nous parce que c'est des titres qui sont conçus pour provoquer de l'émotion. Il n'y a pas besoin de réfléchir et plus ça émeut, plus on va partager en fait. Plus c'est choquant, plus on va réagir. Tout est fait pour capter notre attention de manière immédiate. Et en vrai, c'est la clé des contenus qui percent, si on y réfléchit bien. Et j'ai remarqué d'ailleurs, particulièrement sur le YouTube français, mais je pense que c'est un peu partout, j'ai remarqué que en plus du titre, il y a les thumbnails aussi sur YouTube, je ne sais pas comment on dit en français. Mais vous savez, la photo qu'on voit avant de cliquer sur une vidéo. Les créateurs de contenu, maintenant, ils ont grave une certaine DA. J'ai remarqué, ils vont toujours mettre des visages avec une expression faciale hyper marquée, genre choc, tristesse ou éclat de rire. Et ils vont mettre aussi des couleurs hyper vives et contrastées. Et en fait, tout ça, c'est pas par hasard. Si vous regardez les youtubeurs qui ont des 1 million de vues en France, voire ailleurs, c'est que ça. Et ça déclenche en fait des émotions fortes auxquelles notre cerveau est plus sensible du coup. Donc, ça, je l'ai appris en faisant mes recherches et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le dire. Ensuite, autre chose aussi qui fait qu'on est très faible vis-à-vis des contenus qu'on voit en ligne, c'est les biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on a une tendance à chercher, interpréter et retenir uniquement les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Et ça nous fait ignorer du coup ou rejeter carrément celles qui les contredisent. Donc par exemple, dès qu'un utilisateur va interagir avec un contenu qui valide ses opinions existantes,
l'algorithme va identifier ça et lui en proposer davantage. Et inversement, l'algorithme va éloigner les contenus qui pourraient contester ses croyances. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on vit dans des bulles de filtre, où on ne voit que les informations qui renforcent nos convictions. Du coup, les gens, ils ont l'impression d'être bien informés, alors qu'en réalité, ils sont juste piégés dans des bulles. Ils sont uniquement exposés à une vision unilatérale qui renforce leur position et qui les expose jamais à des perspectives différentes. Et quand on débat, on va chercher que des informations qui vont dans notre sens. Du coup, ça nous permet d'en faire des arguments d'autorité. Donc, c'est pas productif en fait. Il y a aucune richesse en fait dans les échanges finalement. Et quand une croyance devient fondamentale, notre cerveau il ne la remet plus en question. C'est ce qui se passe du coup quand on tombe dans les extrémismes, dans les sectes, etc. On est hyper vulnérable en fait. Et autre chose aussi que j'ai remarqué et qui peut être néfaste, c'est que l'information ça devient du contenu qui est conçu spécifiquement pour capter l'attention et plus pour informer. Non seulement ça, mais en fait, on sait que ça nous fait du bien de nous dire « ouais, c'est bon, j'ai partagé, j'ai publié un contenu informatif dans ma story et tout, donc j'ai fait ma part ». C'est hyper gratifiant, genre on se dit qu'on a éveillé les consciences sur des questions sociales importantes. Sauf que partager des informations sans faire nos propres recherches, franchement, éviter. C'est un move hyper superficiel et performatif. Le problème que j'ai du coup avec ce genre de démarche, c'est que le fait de partager des infos sans faire ses propres recherches, tu le fais histoire de prouver ou de t'aligner avec tout le monde ou pour te faire bien voir, quoi. C'est super dommage parce que c'est des sujets sérieux qui finissent par être consommés de manière passive, sans intention, en fait. Donc moi, je trouve que derrière, il n'y aura même pas de conviction profonde. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a une certaine pression à adhérer à un certain discours ou à une certaine norme pour être accepté. C'est ce qu'on appelle du conformisme social. Ça veut dire qu'on va adopter des croyances, les comportements de notre entourage, des fois inconsciemment, mais on va le faire pour rester dans le groupe. Et il y a certaines catégories de la population qui ne seront jamais exposées à des informations fiables parce que justement les personnes autour d'elles ne les relaient pas, elles n'y sont pas confrontées en fait. Et la partie encore plus vicieuse dans ça, c'est qu'elles sont parfois ciblées par des campagnes de désinformation bien organisées. Il faut absolument qu'on soit vigilant face aux informations, face au contenu sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour être vigilant face aux informations, vigilant face au contenu des réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on repère la désinformation? Déjà, il faut capter que toute information peut être manipulée et reconnaître que c'est dans l'intérêt d'un grand nombre de personnes de le faire. Comment est-ce qu'on fait pour repérer ces infos? C'est plus une question de méthodologie que de savoir. C'est juste comprendre peut-être les différentes techniques pour vérifier et se poser les bonnes questions. Déjà, en commençant par nous-mêmes. Moi, je vous ai mentionné qu'on avait tous nos propres biais de confirmation et qu'on avait tendance à s'accrocher à ce qu'on savait déjà. Le premier réflexe à avoir, c'est de reconnaître qu'on peut se tromper. Il faut faire preuve d'humilité, surtout quand on débat avec d'autres personnes, notamment sur Twitter ou dans des commentaires. Il faut savoir reconnaître qu'on s'est peut-être trompé, essayer de comprendre le point de vue de l'autre. Et c'est pas un aveu de faiblesse, c'est juste être humble. Il faut apprendre à détecter nos propres angles morts. Donc, ayez cette attitude de ne pas être trop confiant, trop vous reposer sur vos a priori. Moi, j'avoue, je vous le dis honnêtement, j'ai encore du mal à relâcher cet aspect-là parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse sur beaucoup de sujets et il y a des choses, des discussions que on a sur Twitter depuis 2017-2018, notamment par rapport au racisme ou à la misogynie. Enfin, il y a des sujets, en fait, ça me fatigue de revenir dessus, etc. Donc je questionne même plus parce que j'ai déjà lu beaucoup à ce sujet, mais sauf que c'est pas vraiment une bonne attitude parce que entre 2017 et 2025, il y a sûrement d'autres nuances qui se sont ajoutées. J'ai peut-être pas la même position dans la société parce qu'il y a des choses qui ont changé chez moi, etc. Du coup, il faut que j'apprenne quand même à revoir ma vision des choses et aussi peut-être à me décentrer des discussions. Ça, c'est peut-être un angle que je pourrais explorer un peu plus. Enfin bref, j'ai commencé en introspection, mais bon, vous êtes là pour écouter mes tips, donc on va essayer de faire mieux, Inch'Allah. Commençons déjà par les médias traditionnels, par exemple. Vous le savez maintenant, du coup, que ce n'est pas parce qu'une info passe à la télé ou sort d'un média plutôt populaire qu'elle est crédible ou qu'elle est fiable. Certains de ces médias, surtout les médias d'opinion, sont clairement positionnés à l'extrême droite et ne font pas que rapporter les faits. Ils vont les sélectionner, ils vont les cadrer d'une certaine manière, les dramatiser, tout ça pour alimenter leur propre vision du monde ou la vision du monde de leurs dirigeants, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? S'interroger sur la source, c'est-à-dire de se demander qui a publié cet article,
d'où provient cet extrait, connaître le média un peu sur lequel il a été publié, typiquement, essayer d'identifier les médias d'extrême droite. Je vous invite aussi à essayer de voir un peu l'intention de certains médias en regardant les angles. Par exemple, vous allez voir une information, essayez de voir comment différents médias l'ont traitée, quels mots ils ont choisis, sur quelle partie ils se sont concentrés, est-ce que l'intention derrière un article ou tout autre type de contenu, c'est vraiment d'informer ou divertir. Typiquement avec l'exemple de TPMP, leur but, c'est pas d'informer, c'est divertir. Donc essayez d'avoir un peu une sorte de grille dans votre tête. Ok, tel média, ça je sais que leur direction artistique c'est ça, tel autre média, enfin vous comprenez. Essayez de faire ça. Interrogez-vous aussi sur les biais que peuvent avoir certains médias, parce que je vous expliquais du coup en fonction des intérêts de leurs dirigeants, etc. Ils peuvent ne donner qu'un seul côté de l'histoire en omettant des points de vue qui s'y opposent. Donc moi je vous conseille, pour développer vraiment votre esprit critique, c'est d'essayer de comprendre d'où ça vient. On va prendre l'exemple d'un média d'opinion qui est très à droite, qui va plutôt insister lourdement sur des faits divers violents, qui va impliquer des étrangers ou des jeunes de banlieue. Ça va être leur pain. Ils mangent grâce à ça, littéralement, en fait. Et ils essayent de construire une ambiance vraiment anxiogène. Et ça a en partie contribué au fait qu'en France, maintenant, il y a un climat hyper bizarre. On est grave revenu en arrière, et ça, beaucoup de gens le constatent, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, l'information qu'ils vont partager, elle va pas être nécessairement fausse, mais la manière dont ce sera traité, elle sera souvent soit incomplète, soit orientée. Par exemple, lorsqu'ils vont traiter une affaire de violence policière, ils vont choisir de surtout relayer la version des forces de l'ordre, ils vont inviter des policiers sur le plateau, etc., sans la confronter à d'autres témoignages ou d'autres images. Tu vas voir que sur leur plateau télé, les invités sont souvent les mêmes, syndicats de la police, des chroniqueurs qui partagent toujours la même grille de lecture. Donc c'est une perte de temps en fait de traîner sur ce genre de médias, je vous dis la vérité. Quand vous vous rendez compte de ça, distancez-vous, masquez, bloquez ce genre de contenu, ok ? Aussi, la démarche de se demander qui possède un média, ça peut être intéressant. Je pense que c'est un très bon réflexe à avoir. Surtout qu'en France, comme on l'a vu, une grande partie des médias sont détenus par des groupes qui sont dans l'armement, dans la finance, ou dans d'autres industries qui sont plus que questionnables. Donc clairement, c'est ce qui va sûrement expliquer certains silences sur des thématiques, sur des scandales. Par exemple, les scandales liés à Total qu'on a vus sur les pays du Moyen-Orient. Il y a très peu de médias, de grands médias, je veux dire, qui les ont relayés. Après, il ne suffit pas de dire, évidemment, que tel média appartient à un milliardaire, donc ça y est, il est complètement biaisé, donc on ne pourra pas en tirer des informations intéressantes. Déjà non, parce que une montre cassée peut donner l'heure correcte 2 fois dans la même journée. Ah, comment on dit déjà, c'est quoi cette expression une montre cassée peut donner la bonne heure 2 fois dans la journée. Je ne sais plus si c'est ça l'expression, mais bref, vous avez capté. C'est pas parce que ils sont biaisés ou quoi qu'ils ne peuvent pas donner des informations correctes. Et aussi, le vrai enjeu, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'il faut se demander, est-ce que la rédaction, elle a une charte d'indépendance ? Est-ce que les journalistes ils peuvent s'opposer à la ligne éditoriale de leur propriétaire en regardant les différents articles qui ont été traités ? Est-ce qu'il y a des sujets, par exemple, qui vont à l'encontre des intérêts du groupe duquel le média fait partie ? Ça, c'est une démarche à faire. Moi, personnellement, je privilégie juste les médias indépendants. Moi, je lis beaucoup Mediapart. Aussi, il y a les médias gratuits sur YouTube, le média, Street Press, y a quoi d'autre que je suis, Blast aussi. Et franchement, de la manière dont ils traitent les sujets, ils font tout pour que ces informations-là soient hyper accessibles. Donc, je vous recommande vraiment de vous intéresser aux médias indépendants également. Autre manière aussi de lutter concrètement contre la désinformation et les manquements de nos médias traditionnels, c'est de faire appel à l'Arcom. Donc, je vous le disais tout à l'heure, l'Arcom, elle régule l'audiovisuel en France, elle veille à la qualité de l'information et elle peut sanctionner les chaînes qui dérapent, qui vont diffuser des propos haineux et qui ne respectent tout simplement pas leurs obligations. Et en France, du coup, on peut la saisir, c'est le public qui peut la saisir. Si un média manque à ses obligations, on peut remplir un formulaire sur leur site pour signaler un abus. Par exemple, tu peux signaler un abus pour propos haineux, pour propos discriminatoires, manipulation de l'information, surtout quand on est en période électorale. Vous vous rappelez des législatives, l'année dernière, c'était n'importe quoi au niveau de la télé. Il y a eu beaucoup de condamnations d'ailleurs. Donc c'est important de le faire en tant que citoyen parce qu'une partie du travail de cette autorité, justement, elle repose sur les alertes des citoyens. Donc si ils jugent une réclamation comme recevable, l'Arcom, elle pourra envoyer une mise en demeure à la chaîne, en gros un rappel à l'ordre. Elle peut aussi les obliger à lire un droit de réponse. Elle peut suspendre la publicité, voire supprimer carrément un programme. Et dans les cas les plus graves, elle peut retirer la fréquence de la chaîne, c'est-à-dire la diffusion sur la TNT. Et ça par contre, on peut se féliciter parce que en 2024, l'Arcom, elle a décidé de ne pas renouveler
C8 et Énergie 12 sur la TNT. Vous savez, la TNT, c'est ce qui permet qu'on puisse capter certaines chaînes de manière gratuite. Et ensuite, tu as les chaînes qui viennent avec ta box internet ou autre. Et donc, sur la TNT, par défaut, on avait C8 et Énergie 12. Et là, l'année dernière, l'Arcom a décidé de ne pas renouveler ses fréquences. Déjà, C8, elle a été sanctionnée à plusieurs reprises. Là, ils totalisent plus de 7 millions d'euros d'amende en 8 ans. C'est pour vous dire, en fait, c'était ça leur ligne éditoriale, comme je vous ai dit. Elle n'a jamais été rentable. C'est une chaîne qui perdait de l'argent tous les ans. D'ailleurs, la majorité des sanctions, elles concernaient TPMP. What a surprise! Comme nous sommes surpris, vraiment, hein. On n'aurait jamais cru. Il y avait tout le temps des propos déplacés, des manquements clairs à la déontologie journalistique. Moi, personnellement, je trouve que c'est une victoire quand même pour les Français et c'était nécessaire pour garantir la qualité d'information, en fait, ça y est. Mais bon, être retiré de la TNT, ça signifie pas que la chaîne elle va disparaître. Ces chaînes, elles sont toujours accessibles via les box internet ou même en ligne. Mais bon, je trouve que c'est quand même important de le savoir. Moi, je sais que je l'avais fait à plusieurs reprises quand il y avait Zemmour qui faisait beaucoup de scandales à la télé. On voyait les extraits sur Twitter et il y avait des comptes, bénévolement, franchement, merci pour leur travail. Ils nous préparaient les formulaires à remplir pour signaler à l'Arcom. Enfin, à l'époque, c'était le CSA. Moi, je regardais pas les émissions comme je vous ai dit, mais les extraits, déjà, ça en disait long. Donc, sur base de ça, tu pouvais remplir la déclaration, etc. Et on l'a bien vu, Éric Zemmour, il a été condamné à plusieurs reprises. Il a payé un tas d'amendes, donc c'était pas en vain. Ensuite, pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un peu plus compliqué. Franchement, chacun ses méthodes. Voilà, moi, je vous partage ce que j'ai l'habitude de faire et à vous aussi de développer vos outils et d'investiguer de votre côté, quoi. C'est d'autant plus sournois parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut avoir une caméra, un micro, une intelligence artificielle et un agenda clair. La preuve, moi, je suis personne, je suis pas journaliste, je suis pas experte et vous m'écoutez depuis bientôt 1 heure. Donc, méfiez-vous quand même, hein. Et si je suis honnête, la moi idéale, elle a plus Twitter, plus Insta, plus TikTok, etc. Je me débarrasse de toutes ces fitnas. Je garde que YouTube et WhatsApp. Mais bon, je suis là, vous êtes là, donc maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, quand vous voyez circuler une vidéo ou un post, gardez la même approche que pour les médias traditionnels. Essayez de vous renseigner sur la source. Par exemple, je trouve que c'est facile de reconnaître la ligne éditoriale, la DA, d'une personne qui est très présente en ligne et qui a une grosse audience. Moi, typiquement, j'ai pas une grosse audience, mais si vous me suivez depuis au moins une semaine, vous aurez une idée des sujets qui m'intéressent, des thématiques auxquelles je suis sensible, et ça depuis toujours. Bon, après, si une personne raconte sa vie ou fait une story time, il n'y a pas besoin de plus investiguer que ça, mais dès lors que ça touche à des sujets sérieux, politiques, ou qu'ils ont des discours sur des sujets de société, avant de réagir, faites un tour sur le compte, regardez la bio, les reposts, etc., juste histoire de savoir un peu. Regardez aussi les commentaires du post. Donc si tout le monde va dans son sens ou si jamais il y a des critiques, des fois c'est grâce à ça que vous allez savoir que c'est du contenu qui est généré par une IA ou alors que ce qui est dit n'a pas été prouvé ou que c'est juste sorti de son contexte, etc. Donc essayez de faire ça aussi. Ça marche pas toujours parce que les créateurs peuvent supprimer les commentaires de leurs posts et même sur Twitter maintenant tu peux masquer les commentaires qui te plaisent pas. Donc bon, faut prendre ça avec des pincettes. Autre chose aussi, apprenez à ignorer. Je vous ai dit, il faut vous méfier des contenus qui veulent susciter des réactions coûte que coûte. Par exemple, il y a des créateurs de contenu, toute leur stratégie, ça va être de tenir des propos haineux, misogynes, racistes, pas nécessairement frontalement, mais qui sont suffisamment limites, voire ambigus, pour créer la polémique chez les concernés sans que ce soit choquant pour d'autres, quoi. Et moi, ce qui me désole, c'est que ces gens-là, ils ont un public quelque part, forcément. Ils ont un public qui est d'accord avec ce genre de propos. On ne peut pas les faire disparaître, que ce soit les racistes, les misogynes, etc. Ce sont de vraies personnes. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas contribuer à leur popularité. Donc par pitié, ne commentez pas, même pour les insulter, ne partagez pas, ne donnez pas de visibilité. Tout type d'engagement, ne le faites pas. En plus de mettre de l'argent dans leur poche, ça va faire en sorte de faire tourner l'algorithme en leur faveur et donc atteindre un public encore plus large. C'est non. On nourrit pas ce qu'on veut voir disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction ne pas recommander, la fonction je ne suis pas intéressé, je crois que sur Instagram et sur TikTok c'est je ne suis pas intéressé, ou alors on signale quand c'est vraiment grave. Et on n'oublie pas de bloquer pour éviter de revoir passer ça dans son fil. Moi perso, bloquer c'est ma base, j'adore bloquer. Sur Twitter j'ai plus de 1300 comptes bloqués et plus de 500 comptes masqués. Moi je pars du principe que j'ouvre ma TL, c'est pas pour froncer les sourcils, c'est pas pour être aigri. Dès que tu fais des tweets questionnables, je fais une petite note mentale.
Si je revois ta pépé plusieurs fois mêlée dans des sauces, jamais du bon côté de l'histoire, ça veut dire qu'il est temps pour moi de te bloquer. Et je prends ça hyper au sérieux. Pareil, j'ai des termes que j'ai masqués aussi, genre les hashtags, tout ça. Dès que ça concerne une émission, une télé-réalité ou une célébrité qui m'intéresse vraiment, vraiment pas, je masque le nom ou le hashtag. Par exemple, le Met Gala, ça m'intéresse en rien de savoir ce que les stars ont porté. Mon temps sur Twitter, il est déjà limité, donc si je perds une partie de mon attention sur des sujets qui me font souffler, je considère que je suis à perte, clairement. Troisième point, essayer de questionner les avis qui sont trop tranchés, trop polarisés, sans aucune nuance. Là, je parle des sujets qui tombent pas nécessairement dans la catégorie grave, donc pas des discours haineux, mais qui s'avèrent problématiques. Surtout les contenus qui sont des extraits de type podcast, etc. Faites attention. Comme je vous l'ai dit, n'importe qui peut investir dans du matériel pour faire du contenu de qualité. Ça ne veut pas forcément dire que cette personne elle est qualifiée pour parler de quoi que ce soit. Donc l'exemple qui illustre parfaitement ça, c'est les coachs en séduction qui cachent leur misogynie, souvent derrière des thématiques qui sont relatives aux dynamiques homme-femme, etc. Ouais, quand t'es un homme, ta valeur elle réside que dans ton argent. Les femmes elles donnent leur cas des mecs en place, c'est des michtos, nanana. Bref, on souffle. Et là, je m'adresse aux plus jeunes, mais quand vous voyez ça, essayez de comparer avec votre vraie vie. Est-ce que les femmes dans ta famille, c'est des michtos? Est-ce que tu as déjà vu de tes propres yeux des situations qui ressemblent à ce que ces coachs en séduction rapportent? Coach en séduction qui d'ailleurs te vend des formations et des consultations à plus de 1000 €, donc clairement ça l'arrange de te faire croire que lui seul peut t'apporter une solution à un problème qui n'existe même pas dans ta vie. Donc faites attention. Et j'ai remarqué aussi que certains créateurs, ils vont pas nécessairement être clairs sur leurs intentions, que ce soit dans leurs posts ou dans leurs vidéos, mais quand vous regardez les commentaires de leur audience, vous comprenez dans quelle direction ça va. Souvent d'ailleurs, les commentaires sont plus virulents que le discours de base, qui est relativement ambigu, et ça vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est d'autant plus parlant quand vous faites attention aux commentaires que le créateur va liker ou épingler. Certains vont partir du principe que les créateurs de contenu sont pas responsables de ce que leur audience elle commente. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, ils ont un devoir de modérateur. Si ta section de commentaires elle part dans tous les sens et que tu laisses ces commentaires en ligne, tu y contribues, quoi. Tu cautionnes un minimum. Si tu te désolidarises pas, si tu laisses ta communauté déraper sans rien dire à chaque fois, voire tu encourages le climat, tu fais partie du problème. Vous êtes dans le même sac, du coup, pour moi. Donc, faites attention à ça. Autre chose aussi, le nombre de followers ou de likes sur une publication, c'est pas une donnée fiable, c'est pas ce qui va vous faire savoir que ce contenu est crédible. C'est pas des preuves de fiabilité, ce sont juste des indicateurs d'engagement. Donc, les gens ont réagi à ce contenu, mais ça ne te dit pas en quoi c'est intéressant, en quoi c'est pertinent, en quoi c'est fiable. Et comme je vous l'ai dit, les algorithmes des réseaux sociaux ne récompensent pas forcément la vérité ou la nuance. Ils vont plutôt mettre en avant ce qui va te faire cliquer, ce qui va te choquer, ce qui va diviser, etc. Un créateur peut dire n'importe quoi, diffuser des fake news ou manipuler des émotions, et pourtant accumuler des millions de vues. Et même en fait, partez du principe que n'importe qui peut dire n'importe quoi, et n'importe qui peut trouver 1 million d'idiots pour être d'accord avec lui. Il y a forcément au moins 1 million de personnes qui sont bêtes en France. Et si ces 1 million de personnes follow tous le même créateur que tu viens de voir passer là, ça veut pas forcément dire qu'il a raison. C'est juste qu'il a trouvé des gens qui pensent comme lui, et en suffisamment grand nombre en tout cas, mais ça veut pas dire que c'est une vérité générale ou que c'est un vrai sujet. Donc soyez très critiques par rapport à ça. Et en plus maintenant, il y a de plus en plus de techniques qui permettent de faire croire qu'il y a une vraie audience alors que pas du tout. Là, je pense à l'astroturfing. Je pense que ça se dit astroturfing. Et en fait, c'est des techniques qui permettent de faire croire qu'il y a une activité de foule dans un réseau social. Par exemple, des gens vont créer des bots, c'est des faux comptes en gros, mais qui sont gérés par des robots. Et donc ces faux comptes, ils vont par exemple publier plein de fois le même tweet, ou en tout cas à peu près le même message, soit en parlant d'un candidat, par exemple pendant les élections, ou d'un sujet en particulier. Et ça, les célébrités et les personnes influentes, elles sont hyper investies dans ce genre de technique. En fait, c'est des gens qui sont payés pour contribuer à nettoyer peut-être la réputation d'une célébrité ou à faire diffuser un message en masse. Quand vous postez un tweet sur un sujet, si vous voyez une réponse presque immédiate, cliquez dessus, essayez de voir si la personne c'est un vrai compte, regardez les autres posts auxquels elle a répondu, et ce qui va vous mettre la puce à l'oreille, c'est que souvent, ils fonctionnent par mots-clés. Donc par exemple, quand je parlais de la Palestine, le mot-clé c'était Gaza, je crois. Et direct, j'ai eu des bots pro-Israël et tout dans les commentaires qui soutenaient, nanana. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous cliquez sur les bots, vous allez regarder à qui ils ont répondu. Moi, ce que je retrouvais, c'était
qu'ils répondaient qu'aux gens qui avaient mis le mot Gaza dans leur post, ok, et tu voyais qu'ils répondaient toutes les 20 secondes. Très peu de temps d'écart entre ces commentaires, et c'était la même chose à chaque fois. Donc voilà, là tu sais direct que c'est un bot. Ils vont utiliser des tweets qui sont un peu modifiés, mais qui partagent le même message. Pareil, faites la même technique, vous allez voir sur le compte, et ça vous fait savoir tout de suite que c'est un bot, quoi. Ça, c'est l'astuce que j'ai pour Twitter, mais pour les autres, je sais pas. Autre chose aussi qui peut être pertinente sur WhatsApp, ça c'est super bien, ils ont mis une petite note lorsque quelqu'un partage un lien plusieurs fois, une vidéo plusieurs fois, il y a une note en dessous qui dit transférer de nombreuses fois. Du coup, ça vous fait savoir déjà que c'est un truc qui circule un peu partout et peut-être qu'il faut s'en méfier. Enfin, moi, je pars du principe que c'est comme les chaînes, en fait. Je sais pas si vous vous souvenez des chaînes qu'on partageait sur les réseaux sociaux à l'ancienne, même sur Facebook, on partageait là les chaînes. Maintenant, c'est de moins en moins courant, mais typiquement sur WhatsApp, ça se fait toujours. Bah, ça vous permet d'identifier tout de suite quand c'est une chaîne et que c'est un message qu'il faut lire avec des pincettes. Quoi d'autre? Ah oui, sur Twitter aussi. Maintenant, quand tu cites un article, il te propose de lire cet article avant de republier ou avant de commenter l'article. Je trouve ça génial. Ça te force du coup à lire le contenu avant de réagir. On a les notes. Quand un tweet a beaucoup circulé et qui propage une information qui est erronée ou qui manque de contexte, on peut rajouter des notes de communauté qui peuvent être votées. Ça permet de comprendre plus clairement et aussi d'apporter des corrections lorsque nécessaire. Ça, je trouve ça génial. J'espère qu'ils vont jamais enlever cette fonctionnalité. Aussi, ce qui est bien, c'est que même quand c'est un tweet que tu as retweeté il y a super longtemps, ils vont t'informer dans des notifications que le tweet que tu as retweeté il y a X temps vient de recevoir une note de communauté qui apporte plus de contexte. Nanana. Donc ça, c'est cool. Je trouve que ça, c'est une bonne pratique que tout le monde devrait faire, que ce soit sur Twitter ou sur Insta, TikTok et tout. Quand vous apprenez que vous avez fait circuler une information qui est fausse ou inexacte, apprenez à supprimer en fait. Il n'y a pas de souci, hein. Il suffit juste de dire « Ah oui, ok, je savais pas et tout, je n'étais pas au courant ». Tu supprimes. C'est tout. Soyez les personnes qui vont demander aux autres de supprimer. Moi, perso, je me permets. Et si la personne ne supprime pas, qu'elle ne supprime pas. Mais au moins, on voit dans les commentaires que c'est pas exact ce qu'elle a dit. Pareil, là, du coup, ça reprend ce que je vous ai dit par rapport aux émissions de TV sur l'Arcom. Mais signalez les posts qui sont bizarres. Signalez les contenus qui sont problématiques. Même si c'est un peu chiant de remplir le formulaire et tout. Mais en fait, c'est ce qui va nous permettre de voir passer des informations de qualité. C'est vrai que tu dois indiquer plein d'informations, le motif, les personnes ciblées et tout, mais à la fin de la journée, au moins tu auras permis à ce que cette publication soit revue et peut-être qu'elle disparaisse de ce réseau social du coup. Moi je trouve que c'est suffisamment gratifiant, donc faites ça, vraiment faites ça. Je le dirai jamais assez, apprenez à signaler aussi. Et ensuite, une fois que tu as signalé, tu bloques. Je crois que c'est tout pour les réseaux sociaux. Là je pense à rien d'autre en particulier, mais je vous ai déjà donné pas mal de tips. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à partager. Après, j'ai beaucoup parlé de Twitter parce que je traîne beaucoup sur Twitter et c'est là où on diffuse vraiment beaucoup d'informations. Mais Instagram et TikTok, apprenez à être de bons stalkers, quoi, je sais pas. Regardez un peu les abonnements, regardez quand est-ce que les comptes ils ont été créés aussi. Ça, c'est une information intéressante, je trouve. Ah oui, et j'oubliais aussi, quand vous voyez des statistiques, des chiffres qui sont mentionnés, essayez de chercher la source. Surtout quand il s'agit de sujets sérieux. Si il y a des statistiques du genre 30% des jeunes pensent que 60% de je sais pas quoi, essayez de chercher la source. Parce que n'importe qui en fait peut inventer des statistiques. Et des fois les enquêtes elles peuvent être orientées, biaisées. Même les études en vrai. Si c'est un sujet vraiment sérieux ou en tout cas qui vous intrigue, essayez de fouiller un peu, regarder les sources et tout. Parce que des fois, c'était financé par des lobbies ou par des industries. Donc forcément, ce sera des chiffres qui vont présenter les choses d'une manière qui va dans leur sens ou qui les favorise. Là, j'ai pas d'exemple en particulier, mais... non, j'ai pas d'exemple en particulier. Mais si vous voulez, je vous fais une recherche et on peut en discuter en story, par exemple. N'importe qui peut inventer des statistiques, n'importe qui peut faire une enquête. Demain, je décide de prendre 10 personnes dans mon entourage, je leur pose des questions, je publie une enquête... Et je peux dire 10% des personnes pensent que telle chose. Alors qu'en fait, c'est 10% d'un échantillon spécifique, en plus un échantillon de 10 personnes qui n'est pas du tout représentatif. Enfin, vous voyez, c'est facile de faire ça. Donc, soyez sceptiques quand vous lisez des chiffres.
j'ai envie de finir par cet extrait de la Boétie, donc le même ouvrage que je vous ai partagé plus tôt. Il nous dit en gros, ouvrez les guillemets, « C'est par paresse et par habitude que le peuple consent à la servitude et il n'a pas même l'idée de l'enlever. » C'est pour vous dire en gros que le pouvoir, que ce soit des médias, dans la propagande ou juste la propagation des informations, ce pouvoir n'existe pas dans le vide. Il a besoin de notre participation pour se maintenir. Il a besoin qu'on clique, qu'on regarde, qu'on commente, qu'on partage, même quand c'est absurde, même quand c'est faux, ou c'est de la propagande tout simplement, il a besoin de nous. Et le danger, il n'est pas seulement dans ceux qui nous manipulent, donc les médias ou le système capitaliste de manière globale, mais il est également dans notre propre paresse. Il faut le dire, notre propre paresse intellectuelle. C'est pas une question de se faire passer pour des gens qui connaissent mieux que les autres ou d'avoir l'air intelligent ou quoi. C'est juste en fait une question de bon sens et d'humanité en fait. Essayons de nous distancer d'un système qui veut qu'on reste distrait, qui veut qu'on reste divisé. Je trouve que la résistance, ça passe par la pensée, apprendre à penser par soi-même, faire preuve de discernement, et c'est ça en fait la vraie liberté. J'insiste vraiment, on ne peut pas prétendre vouloir du changement si on ne change rien dans nos propres réflexes, si on ne change rien dans notre façon de consommer l'information, dans notre façon d'interagir avec ces contenus, sinon ça ne marchera pas. Donc c'est important qu'on apprenne à être plus critique et ça passe par apprendre à consommer l'information avec intention. Ça je le répète tout le temps, cette histoire d'intention, mais pour moi c'est la base en fait en tant que musulmane. Je sais que dans l'islam, la niya, l'intention c'est la base. Elle est au cœur de chaque acte, qui soit d'ordre religieux ou intellectuel. Les actions ne valent que par leurs intentions. Et ça s'applique à ce qu'on lit et à ce qu'on écoute, ce qu'on décide de partager, notamment sur les réseaux sociaux. Donc posons-nous la question, est-ce que je m'informe réellement quand je vois un post intéressant passer? Est-ce que je le lis jusqu'au bout? Quand je repartage des posts ou que je m'abonne à des comptes engagés, est-ce que j'ai pris le temps de réfléchir à ce qu'ils me disent? Ou je suis juste le move? Quand vous mettez Pray for Goma, Pray for Gaza dans vos bios ou en note sur Instagram, est-ce que vous avez pris le temps de comprendre la portée et les enjeux de ces conflits? Est-ce que vous suivez juste le move? Est-ce que c'est un réflexe de groupe ou il y a une analyse quand même derrière de votre part et vous avez forgé vos propres convictions? Et franchement, une fois qu'on a clarifié tout ça, je vous promets que en fait, votre intention elle devient claire et on se reconnecte à notre propre responsabilité en tant qu'individu. Je vous dis ça parce que c'est cette responsabilité qui va se retranscrire et s'exprimer dans le fait qu'on boycotte quelque chose ou non. C'est pas juste une question d'arrêter d'acheter telle marque, arrêter de manger à tel endroit parce que @ansar podcast l'a demandé. C'est juste que t'es conscient du système dans lequel tu risques de participer, ou en tout cas tu participes malgré toi et tu mets tes limites. En fait, tu refuses consciemment. Ok, là j'avoue, je peux me passer de cette canette là. Là c'est bon, je peux faire autre chose avec mon argent que de le mettre dans cette marque, donc on va éviter. Et en fait, quand tu refuses de donner ton argent, ton attention, ta visibilité, tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais pour qui tu le fais. Tu sais que tu arrêtes de donner de ta force à un modèle capitaliste, à un État génocidaire ou à des marques qui soutiennent cet État génocidaire, des marques qui ferment les yeux, etc., etc. En fait, ça devient clairement moins difficile de renoncer parce que dans ta tête, tout est fluide, c'est clair, c'est limpide. Tu prends conscience de ce que tu es en train de faire, tu fais un vrai choix politique, un vrai choix éthique. Et en réalité, surtout les musulmans, c'est un choix spirituel que de ne pas donner de la force aux oppresseurs de notre Oumma. Donc quand tu arrêtes d'acheter telle boisson, de manger tel fast-food ou que tu annules un abonnement à une certaine plateforme de streaming, tu sais en fait pourquoi tu le fais. Tu es à l'aise avec ce choix et ça devient super facile de boycotter. Pour moi, c'est pas être radical, c'est juste être aligné avec tes croyances, avec tes valeurs, etc. Ça veut dire que tu es lucide en fait. Et dans un monde où tout est fait pour qu'on reste passif et qu'on soit tout sauf lucide, qu'on reste distrait, c'est ça résister. J'espère que mon épisode aura eu l'impact escompté. J'espère que ça vous aura invité à réfléchir. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou que vous souhaitiez approfondir, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vais mettre les ressources clés qui m'ont aidé à préparer cet épisode en description de l'épisode ou même en bio Insta. Je vais voir comment je vais faire ça. Mais voilà, je suis à votre dispo si jamais. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, je serais ravie d'échanger. Vous pouvez me contacter sur mes réseaux aussi. Et je pense que le prochain épisode sort très bientôt parce que j'ai déjà préparé, il faut juste que je l'enregistre. Donc normalement, l'attente sera pas trop longue. J'espère en tout cas. Merci d'avoir écouté. À très vite, prenez soin de vous.